Place au parti pris. Ruth, François, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Bonsoir Abnous. Bonsoir David. Et c'est vous qui commencez, Ruth, avec cette décision vendredi, jeudi soir peut-être, vendredi, de la Cour de cassation. Du Conseil constitutionnel. Du Conseil constitutionnel, pardonnez-moi. Sur, alors là, un sujet, une doctrine judiciaire qui a fait couler énormément d'encre à propos du procès Sarkozy, à propos du procès Le Pen, l'exécution provisoire. Et vous nous dites, cette décision du Conseil constitutionnel donne le droit de douter. Oui, alors rappelons d'abord ce qu'est l'exécution provisoire. C'est l'exécution de la peine en première instance avant que le jugement en appel n'intervienne, et même en cassation, enfin, qui n'aille jusqu'à son issue finale. Le tribunal l'a donc décidé pour Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires en la déclarant inéligible, et pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne en prononçant et en appliquant une peine de prison. Dans les deux cas, cette exécution provisoire a été vigoureusement contestée sur un principe de base. Elle porterait atteinte à la présomption d'innocence de l'accusé, puisque la règle est de dire qu'il reste innocent tant que le dernier recours n'est pas épuisé. L'autre argument important qui a été développé par la défense des deux, c'est qu'ils n'ont pas pu s'exprimer sur cette partie de la sanction qui a été dans les deux cas décidée et annoncée le jour du jugement et pas pendant le déroulement du procès. Alors, cette décision du Conseil constitutionnel fait bouger tout cela. Et c'est pour ça qu'il faut la suivre. Mais attention, il y a des limites, évidemment. Alors ça bouge. De quelle mesure ça bouge ? C'est un bouger partiel. C'est à la faveur d'une QPC, comme on dit, c'est la question prioritaire de constitutionnalité. Les sages ont d'abord considéré que l'exécution provisoire ne remettait pas en cause la présomption d'innocence. C'est important, puisque c'est la question principale sur laquelle il y a eu une critique. Mais le Conseil pose de nouvelles limites. Et par exemple, les juges disent les sages disent que les juges, avant de prononcer l'exécution provisoire, devront organiser un débat contradictoire. Et ce, sur toutes les peines, inéligibilité ou privation de liberté. C'est-à-dire que pendant l'audience, on doit discuter de la validité de l'exécution provisoire ou pas. Alors, je veux d'abord un peu démentir ce que certains ont conclu trop vite, à mon avis. J'ai entendu ce matin, si le Conseil avait rendu sa décision avant le 25 septembre, date de la condamnation de Nicolas Sarkozy, le jugement aurait été nul ou non avenu, le président Sarkozy n'aurait pas passé 3 semaines en prison. On peut pas dire ça complètement. Parce qu'en fait, ce qui est sûr, c'est que les avocats auraient pu défendre leurs clients en invoquant les garanties qu'on a citées souvent sur ce plateau. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, ils auraient pu dire qu'il n'y avait pas de risque de fuite, pas de risque de récidive, pas de trouble à l'ordre public. Ils auraient pu le défendre. Mais est-ce qu'ils auraient convaincu le juge ? On peut penser que leur talent, évidemment, le fondement des arguments est une garantie solide, mais aussi on peut penser que la Cour aurait décidé exactement la même chose. Ça ne garantit pas que cette décision du 25 septembre aurait été différente pour l'ancien président. Il aurait eu plus de chances de se défendre contre ce couperet, mais on n'en sait pas plus. Mais ce qui est intéressant, je vais revenir, c'est sur ce qui va s'annoncer. Alors, autre chose, c'est que le Conseil constitutionnel précise que sa décision du 5 décembre n'est pas rétroactive. Donc on peut pas dire ce matin, en fait, le président Sarkozy n'aurait pas été condamné à la peine de prison. Non, la décision de vendredi soir, elle n'est pas rétroactive. Ou alors, Marine Le Pen n'aurait pas été condamnée à l'inéligibilité. Exactement. Et donc, par exemple, ils peuvent pas demander une réparation, parce que si elle avait été rétroactive, on peut demander une réparation, on peut remettre en question la décision. C'est pas du tout le cas. Mais qu'est-ce que ça implique pour l'avenir ? Dans le jugement en première instance de Marine Le Pen, par exemple, la présidence avait, elle, longuement justifié l'exécution provisoire par une notion qui avait été d'ailleurs très discutée de trouble à l'ordre démocratique et risque de récidive dû, selon la présidente, au rôle central qu'elle aurait eu pour détourner l'argent du Parlement européen. Dans son procès en appel, qui aura lieu du 13 janvier au 12 février, les avocats pourront contester ces arguments, ce qui n'avait pas été possible la dernière fois. En outre, le Conseil constitutionnel demande aussi aux juges un contrôle de proportionnalité de l'exécution provisoire. C'était déjà le cas pour l'inéligibilité, mais là ce sera, est-ce que l'exécution provisoire de l'inéligibilité ne porte pas
atteinte à la liberté de l'électeur. De la même façon, c'est un autre espace, c'est un nouvel espace qui se dégage pour la défense. Donc, bon, il y a des bougées, comme vous le disiez, mais pour autant, on voit bien que cette notion d'exécution provisoire, elle continue d'être aménagée, qu'il est légitime de s'interroger, dans le fond, puisqu'il y a des réponses. Ça renforce temporairement les arguments des adversaires de cette peine, mais ça n'induit pas, encore une fois, qu'elle apporte atteinte à la présomption d'innocence. Et enfin, il faut savoir que certains continuent à la trouver très utile, notamment dans les cas de terrorisme et de narcotrafic. C'est ça, là où il y a un risque de fuite. Exactement. Ou de récidive. C'est vrai qu'on s'était interrogé même ici même sur cette exécution provisoire. Et c'est intéressant de voir comment la jurisprudence française, le droit évolue, voilà, et tient compte peut-être des questions. Il faut se souvenir que l'ancien président du principal syndicat de magistrats s'était aussi interrogé sur ce sujet. Quelqu'un veut dire un mot ? Non, mais moi je trouve c'est ça qui est un signe de bonne santé démocratique. C'est que la loi n'est pas figée, que le droit n'est pas figé, qu'on réfléchit, qu'effectivement quelqu'un qui risquerait de récidiver, de sortir, j'allais dire, qui tabassait sa femme et de la tuer, c'est un peu logique de le garder, ou un trafiquant de drogue qui peut en profiter à sa sortie pour aller ordonner la mort de concurrents, voilà. Mais le fait qu'on ait des institutions qui continuent à réfléchir et que le droit c'est quelque chose d'organique qui évolue avec la société, avec les nouveaux enjeux, moi je trouve ça extrêmement rassurant. Oui, et François. Ces décisions ont pu paraître heurter le sens commun. Et c'est vrai qu'on en a parlé ici très tôt. Et de ce point de vue, la prise en compte de l'émotion que ça a suscité, et avec ce concept clé que vous avez évoqué, la proportionnalité, c'est essentiel. Pour le coup, c'est une décision dont on ne peut que se réjouir. Et le débat contradictoire. Oui. Et le débat contradictoire. Ça, c'est très Vous gardez la parole, François. Votre parti pris économique, alors c'est une opération gigantesque et qui concerne un sujet qui nous concerne tous, il faut le dire, parce que ça a pris beaucoup de place. Netflix qui rachète Warner, donc le géant de la télévision, de la plateforme payante, qui rachète le géant du cinéma mondial. Waouh! Et vous nous dites, c'est le grand cinéma. Oui, en fait, l'affaire, c'est compliqué. Là, il y a quelques heures, quelques minutes. Et c'est une bataille pour le contrôle de la Warner Bros, qui est effectivement fondée en 1903 par des frères, les frères Warner, émigrés polonais qui fuyaient l'Empire russe, qui sont installés aux États-Unis et qui ont commencé un business extraordinaire dans le cinéma avec des salles et puis surtout de la production. C'est devenu une entreprise assez importante. Alors, pénalisée avec la partie de la télévision classique, qui est en train d'être cédée, mais en revanche avec beaucoup de lustre, à la fois pour son studio et pour HBO Max, qui est un site de streaming. En plus, Warner possède des franchises connues mondialement. C'est Harry Potter, Game of Thrones, Friends, Batman. Donc vous voyez, il y a un actif incorporel très important. Alors d'un côté, Netflix, géant du streaming, effectivement avait sécurisé un deal pour racheter aujourd'hui cette entreprise à 83 milliards de dollars. Et puis tout à l'heure, surenchère d'un concurrent, la Paramount, qui est une autre société très importante aux États-Unis, qui a elle-même aussi un studio monumental et un site de streaming très important, Paramount Plus, il propose une surenchère à 108 milliards de dollars, donc beaucoup plus que Netflix, et cette offre peut aussi se prévaloir d'avoir des associés très importants. Il s'agit de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui lui-même est financé à la fois par de l'argent saoudien, comme d'habitude, j'allais dire, qatari, émirati. Il est aussi associé à Larry Ellison, qui est le fondateur d'Oracle, et à son fils, proche de Trump également. Donc vous voyez que les lignes ont bougé dans la journée. En fait, Netflix pensait avoir sécurisé l'affaire. D'ailleurs, le contrat prévoit des clauses de pénalité pour celui des deux partenaires qui se dédient, mais il est possible que tout ça bouge. Quelle bataille, Pourquoi ces deux se battent-ils, au fond, Alors, d'abord parce que l'âge d'or du streaming, c'est fini. On a connu, au moment du Covid, un développement extraordinaire de ces sites, à la fois Disney, Netflix, Canal+, chez nous, qui n'est pas tout à fait de la même taille, mais enfin qui a aussi beaucoup profité du Covid. Et puis, on arrive un peu à saturation avec l'inflation, le pouvoir d'achat, etc. Et du coup, le moteur de la croissance de ces sites de streaming, le principal moteur, c'est le contenu nouveau.
Cette année, 5% des contenus seulement ont fait 25% des visionnages, et ce sont évidemment les contenus neufs. Du coup, acquérir une centrale de production et des franchises mondiales, c'est évidemment un atout très important dans la compétition, et c'est pour ça que Netflix, plus de 300 millions d'abonnés quand même aujourd'hui dans près de 200 pays, s'était positionné. Plus fondamental encore, c'est la métamorphose de la télévision qui est à l'œuvre, et les États-Unis sont un peu la pointe de ce continent, c'est là où les évolutions sont les plus manifestes. Le câble, qui avait fait la fortune de Warner, s'effondre, littéralement. Ça ne compte plus, parce que le rapport qualité-prix n'est pas bon. C'est 100 ou 120 $ par mois, donc très cher, beaucoup plus cher que le streaming. La télé classique, dite linéaire, elle chute sévèrement aux États-Unis. En fait, ce sont les réseaux de télécom et le digital qui deviennent le vecteur unique disons, entre un émetteur et puis le foyer qui regarde sa télévision. Et sur ce réseau, tous les streamers ont un ennemi commun, qui est d'une puissance formidable, qui ne cesse de se renforcer de jour en jour, c'est YouTube, la filiale de Google, qui a dépassé non seulement la télé classique aux États-Unis, mais aussi les streamings. YouTube, c'est 1 milliard d'heures de visionnage par jour. C'est une génération spontanée des contenus ininterrompus, puisque chacun des abonnés est lui-même fournisseur de contenu, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des studios, etc. C'est Albert Muda qui est dans sa cuisine et qui vous parle de la philosophie kantienne ou bien de la recette des spaghettis au vongole. Et donc c'est évidemment un changement complet. Et en fait, YouTube a de ce fait-là, c'est financé par la pub, des moyens financiers très importants qui lui permettent aujourd'hui de se positionner pour le rachat des droits sportifs. Donc YouTube attaque le fromage des émetteurs traditionnels et il attaque avec un gros carnet de chèques. Filiale de Google, je vous le rappelle. En clair, tous les acteurs... Encore Google. Bien sûr. Tous les acteurs se préparent pour livrer une bataille qui avait été décrite de façon prémonitoire avec des termes d'une justesse absolue par Patrick Lelay en 2004, la bataille pour le temps de cerveau disponible. Vous vous souvenez que ces mots avaient choqué, mais aujourd'hui, ils sont d'une actualité tonitruante, parce qu'effectivement, nous sommes sollicités de toutes parts par tous ces émetteurs, et il s'agit justement de capter notre cerveau. Alors, le temps de cerveau disponible s'est élargi parce que l'image est en train de tout dévorer. Évidemment, l'écrit, ça fait penser à ce livre de Neil Postman, qui avait écrit il y a 30 ans, Amusing Ourselves to Death, se distraire jusqu'à en mourir, et il pronostiquait le fait que l'image, beaucoup plus facile à gérer que l'écrit, allait tout dévorer. On en est là. Cette bataille, elle ne fait que commencer avec des mammouths, pour l'essentiel américains, qui disposent d'une puissance de feu financière considérable, avec, en plus, le président des États-Unis, qui regarde ça de près, qui joue même les arbitres. Incroyable bataille. Faux arbitre. Parce que moi j'ai cru quand il a dit je vais m'en occuper qu'il allait faire une politique antitrust. Il a fait mine de défendre le consommateur. Je me suis dit en fait son gendre. Voilà. Je me suis dit non mais là c'est étonnant. Il est en train d'essayer de faire une politique anticoncurrentielle et tout. C'est pour la concurrence justement, pardon. Et en fait non, c'est pour défendre les intérêts de Kouchner. De son gendre. Alors, vous savez, quand on arrive à un moment, ça a toujours été comme ça, une espèce de balancier civilisationnel, quand on arrive à un moment de trop-plein, justement, c'est que là, on est tellement l'image, on reçoit des signaux partout, il y en a partout, et si... on pourrait du matin au soir changer de média et être complètement... Est-ce qu'il n'y aura pas à un moment un retour de bâton ? C'est-à-dire qu'à un moment, tout d'un coup, le silence est juste un livre. C'est pas impossible. En fait, ce qui est sûr dans ce que vous dites, c'est que ça va créer un contre-marché. Oui, complètement. Mais inévitablement. Quelle taille aura ce contre-marché ? Voilà, mais il existera. C'est sûr. C'est que là, ça devient beaucoup trop. C'est sûr. On étouffe, quoi. En attendant, c'est fascinant de voir comment la bataille se déplace, la télé classique, les plateformes, maintenant YouTube. Rien ne semble acquis dans cette bataille. Et la France est concernée au premier chef. Et les démocraties aussi, d'une certaine manière. Parce que fabriquer du commun, jusqu'à présent, ça paraissait simple. Demain, ça le sera beaucoup moins. Abnous, d'une certaine manière... On est un peu dans le sujet. On explore aussi un peu ce sujet-là. Souvenons-nous seulement, il y a quelques années, le métavers, c'était le Graal. Tout le monde disait c'est l'avenir de l'humanité. Chacun rentrait chez lui dans son salon, mettra son casque et investira un univers parallèle où il sera un autre personnage plus brillant que lui-même et ça va tout écraser sur son passage. 4 ans après, badaboum, patatras, pas du tout.
Mais non, et alors j'avoue que moi c'est quelque chose qui me paraissait ça m'a vraiment jamais intéressé. Ben, c'était la grande prophétie, croyait-il, de Mark Zuckerberg en 2021, vous l'avez dit, c'est le métaverse, et il promettait un univers virtuel persistant où toutes les interactions sociales, le travail, le monde économique, en gros, tout allait se déployer dans un monde numérique immersif, comme ça, là, comme vous voyez, c'est ça l'idée. Et, comme on le dit, il y croyait sévère. Et pourtant, Meta s'apprête donc de réduire de 30% le budget de cette division Reality Labs, qui est responsable de la réalité virtuelle et d'Horizon World, ce monde parallèle qui était censé révolutionner nos vies. C'est quasiment un acte de décès. C'est pas compliqué. Depuis 2021, ça a coûté au groupe plus de 70 milliards de dollars de pertes pour à peine 9,7 milliards de revenus. Donc, autant dire que licenciement attire l'arigot. Adieu le métaverse. Et donc, c'est évidemment débâcle financière et stratégique, mais évidemment que si je vous en parle, c'est que c'est pas juste un échec industriel, c'est que ça pose quand même une question philosophique et anthropologique. C'est est-ce que la version digitale de nos misérables réalités peut satisfaire l'être humain? C'est ça, au fait, la question. Et derrière ça, cette question existentielle, peut-on vivre une existence pleine et entière dans un monde désincorporé? C'est que moi, si ça ne m'a pas intéressé dès le début, c'est que j'étais là, mais on ne peut pas, alors peut-être que j'ai trop lu Nietzsche, mais on ne peut pas dissocier la tête du corps, l'âme du corps. Et c'était ça l'idée. Vous pouvez ressentir dans un monde virtuel, c'est que vous pouvez avoir des émotions c'est fait pour. Mais pardon, on était ringards si on n'y croyait pas. Eh ben moi j'ai toujours été taxés de ringards. Adoré être ringard. Donc vous savez quoi, je crois que le meilleur moyen d'avoir gardé son esprit critique, c'est de partir du principe que si vous êtes ringard, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et moi cette idée, c'est que vous ressentez les émotions, mais la dissociation de l'émotion ressentie et de la matérialité de la réalité, je pense que cette dissonance, elle n'a pas accroché les êtres humains que nous sommes encore. C'est que le gap était trop énorme, c'était pas possible. C'est le ressenti sans toucher, c'est pas possible. Et vous dites ouf. Alors... Non, alors je dis ouf et je dis aussi parce que moi le transhumanisme, par contre, m'intéresse. Je suis pas du tout hostile à nouvelles technologies, au numérique. La question que se posait le transhumanisme, c'est la limite tragique de l'être humain. C'est quoi la limite tragique de l'être humain? Pour faire simple, c'est la gravité. C'est que, pardon, là, je peux pas m'envoler, je peux pas faire l'oiseau. C'est la gravité qui nous maintient au sol, c'est les lois physiques, et c'est la finitude de la mort. Et pour le transhumanisme, la pensée transhumaniste, c'est tragique. Et moi, j'ai toujours pensé que cette limite tragique, c'était ça qui faisait, finalement, notre humanité. C'est ce qui faisait qu'on avait besoin les uns des autres. Et ce que voulait faire le métaverse, c'est transcender ces limites spatiales et temporelles, effacer les frontières et créer une altérité nouvelle. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une altérité nouvelle sans aller se frotter à son voisin? C'est-à-dire, quand vous êtes face à face avec quelqu'un, vous imaginez le nombre de micro-émotions, positives comme négatives, qui passent sur un visage que vous n'aurez jamais, même avec tout le progrès possible, dans un monde virtuel. Le son de la voix, une crispation du visage, c'est ces choses-là qui font que vous êtes dans une altérité. Le numérique pourra jamais vous effrire ces émotions. D'ailleurs, il y avait une étude au moment que Zuckerberg lance le métaverse à l'université de Zurich, qui avait montré que la déconnexion numérique renforce les liens sociaux et réduit les sentiments d'isolement de 30%. Dans un monde ultra-individualiste, c'est quand même quelque chose qui nous poussait, en fait, à l'isolement et à la mort, quoi. Parce que justement, le transhumanisme voulait éviter, en reculant le corps qui pourrit, qui meurt. Et résultat, c'est l'isolement qui allait finir par nous tuer. Et c'est ça. Et je suis allée regarder. Par contre, ça, je suis allée regarder, c'est Second Life. C'est ce que vous voyez. C'est un monde virtuel pionnier. Il est encore actif 22 ans après sa création. Et pourquoi est-ce que Second Life, ce monde parallèle, fonctionne? Pour 3 raisons. D'abord, le monde est créé par ses propres utilisateurs. Vous n'avez pas un Big Brother qui décide, etc. Il ne fait que mettre, vous voyez, les outils pour ceux qui l'utilisent. L'économie réelle est intégrée. C'est-à-dire qu'il y a une monnaie, il y a les échanges, les terrains, les superficies montent. Donc vous avez vraiment une véritable liberté. Mais surtout, c'est qu'il n'a jamais voulu remplacer le réel. Et c'est intéressant parce que quand on regarde qui sont ces utilisateurs, c'est souvent des personnes en situation de handicap sévère, des gens isolés géographiquement ou particulièrement marginalisés. Et que ce Second Life permettait un espace complémentaire où vous pouviez justement respirer. C'était une oxygène, mais pas un remplacement de votre vie réelle. Et cette distinction entre réel et fiction, j'allais dire, est non seulement plus saine, mais permet encore aujourd'hui à Second Life de survivre. Donc qu'est-ce que va faire Zuckerberg maintenant de tout son argent? Les 70 milliards perdus là, c'est pile 70 milliards qu'il va mettre dans l'intelligence artificielle, en l'occurrence les lunettes connectées, les assistants vocaux, dans une
super intelligence personnelle, c'est ça qu'il dit, c'est en gros, j'arrête de vouloir concurrencer le réel, je vais le rendre plus facile, plus accessible, et là vous allez être tous heureux. Donc oui, tant mieux que le métaverse, cette idée complètement idiote, soit morte, c'est dit notre capacité à refuser les utopies totalisantes, voire totalitaires, qui veulent nous retirer au fait ce qui fait le sel de la vie, c'est-à-dire le toucher d'objets comme d'êtres humains. Ça, on ne le retirera pas. C'est que nous ne sommes pas que des esprits flottants, nous avons un corps et c'est heureux. Et que c'est de garder ce corps, c'est important. Alors, vive le progrès, la technologie, le numérique, mais tant qu'on donne pas tout notre trousseau de clés humain réel à cette technologie-là, qu'on garde quand même le contrôle. Et méfions-nous des modes. On peut avoir un peu de recul par rapport aux modes. Cocteau disait ça, ce qui est la mode est voué à être démodé, donc soyons ringards, vous êtes sûr de ne pas vous tromper devant l'histoire. Merci à vous trois pour ces partis pris. François, on vous retrouve dans quelques instants sur l'antenne, donc pour le rendez-vous avec Édouard Philippe.